bonjour. Merci d'être là. On a un tas d'amis dans cette salle. Alors, on déplore toujours, vous savez, à l'Académie, d'avoir plus d'experts comptables en libéral que de professionnels comptables et financiers en entreprise. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on arrive quand même à peu près à avoir entre 25 et 30% de responsables d'entreprise. Donc, on est toujours heureux de les accueillir. Puisque vous savez que l'Académie, en fait, avait été créée un petit peu pour cela, selon le modèle anglo-saxon. Effectivement, une enceinte où on peut réunir des libéraux et des responsables financiers d'entreprise. Voilà, mais c'est vrai qu'on se rend compte, depuis plus de 10 ans qu'on existe, que les responsables financiers d'entreprise sont de plus en plus débordés, sont souvent en réunion, alors que les libéraux sont beaucoup moins débordés. Donc il y a plus de libéraux. Voilà, mais cela dit, voilà, je parle d'amis parce qu'on se connaît tous les uns les autres. On est théoriquement concurrents, mais en fait, on passe notre temps à se consulter et à soumettre nos projets pour être sûr qu'on n'est pas en train de raconter des blagues. Alors, surtout les petits cabinets, les moyens, les gros, ils ont leur direction technique, etc. Tout va bien. Et si vous voulez, c'est un petit peu l'objet de ce groupe de travail qu'on a créé. Alors pourquoi ce groupe de travail? En fait, nous avions eu un premier groupe de travail sur IFRS 3. Le colloque s'était tenu, m'a dit Vanessa, le 17 juin 2009, sur IFRS 3 qui venait d'être révisé en 2008. Et on avait sorti un cahier numéro 17. Alors tout ça, vous pouvez le trouver, les cahiers, etc. Vous avez tout ça sur le site de l'Académie. Vous retrouvez tout ça, ça marche remarquablement bien. Et le titre, c'était l'allocation du coût du regroupement. Vous voyez qu'on ne parlait pas d'allocation du prix d'acquisition. On avait quand même compris que c'était plus un PPA après IFRS 3 révisé. Mais il faut dire qu'on avait d'excellents professionnels dans ce groupe de travail, notamment Sonia Bonnet-Bernard, Jean-Pierre Coll, qui l'avait co-dirigé avec moi à l'époque. Il y avait des gens d'Advolis, etc. Donc il y avait Carole qui était là, il y avait Jean-Philippe qui était là, il y avait Alain Préel. Gilbert Gélard, il ne pouvait pas y être, il était au membre du board de l'ISB, il regardait ça de très très haut. Nicole faisait partie du comité de pilotage. Olivier aussi. Donc on a quasiment la même équipe. Il nous manque qui? Il nous manque Sonia, Édouard Salustro, absolument. Qui est-ce qu'on avait encore? Je sais qu'on avait un très bon professionnel qui était là, mais je n'ai plus en tête. Voilà, et donc c'est une petite équipe, parce que je peux vous dire qu'un groupe de travail de l'Académie, c'est de la sueur, même en plein hiver, parce que c'est très compliqué de faire travailler des gens ensemble, d'arriver à sortir le cahier, puisqu'il faut que ça ait une certaine tenue. Voilà, et je voudrais en tout cas remercier, parce que les deux qui ont le plus bossé, j'ai le groupe, c'est Olivier Grévillers et Jean-Philippe Bertin. Et Jean-Philippe Bertin, il a l'avantage, c'est les grands cabinets, d'avoir des ressources de qualité charmantes, qui sont Carole Abbé et Virginie, que j'ai en face de moi, donc je suis très très heureux aujourd'hui, qui ont fait un boulot fantastique. Et on n'aurait jamais sorti ce cahier sans L2, parce que c'est toujours pareil, si vous voulez, quand il faut pas réécrire, mais coordonner un peu les styles, couper, etc., c'est quand même, alors qu'en même temps, on a pas mal de boulot, c'est quand même pas évident. Donc merci en tout cas à tout ce comité de pilotage. Ah oui, à Jean-Pierre Coll, que j'ai oublié. Jean-Pierre Coll, qui est un génie. Non, et il y a Philippe de Grande Thornton, je ne sais plus son nom tout d'un coup. Oui, absolument. Qui a fait un beau boulot au début, mais voilà, on n'a pas pu mettre tout le monde à la tribune. Il y en a qui ont lâché, qui sont venus de façon un peu épisodique. Voilà, mais on les remercie tous. Et vous avez tous dans le Hugues Denoré aussi, qui a beaucoup bossé à l'Advolis. Vous avez dans le cahier, vous avez tous les membres du groupe de travail qui faisaient partie ceux qui faisaient partie du comité de pilotage et les autres. On avait pas mal de responsables d'entreprise au démarrage. Et malheureusement, si vous voulez, on a vu ces responsables petit à petit ne plus venir. Non pas que ça ne les intéressait pas, mais parce que voilà, le temps, c'était pas évident. Voilà. Et on devait avoir d'ailleurs un responsable d'entreprise qui est Frédéric Duneau, que vous connaissez sûrement. Frédéric, quand on a fait ce cahier 17, était chez Dassault Électronique, Dassault Systèmes, tu as raison. Et maintenant, il est dans le groupe Constellium, vous savez, c'est les anciens de Péchinet, etc. Et Frédéric est particulièrement intéressant parce que non seulement il est responsable financier des comptes consolidés du reporting, mais il gère aussi les relations investisseurs.
Et donc, on a eu une réunion de préparation de cette table ronde il y a 10 jours, avec des questions qu'on lui a posées. Voilà, il n'est pas là, mais on va vous dire ce qu'il nous a répondu, hein, ce qui est assez rafraîchissant, mais pas dans le sens forcément qu'on peut penser, sur la façon dont cette norme est accueillie. Parce que l'idée, c'est ça, hein, c'est IFRS 3 révisé 5 ans après. Hein. Il y avait les concepts au départ, et qu'est-ce que ça donnait. Donc je vous rappelle que IFRS 3 révisé a été publié en janvier 2008. En même temps, c'est important, qu'IAS 27, hein, sur les états financiers consolidés et individuels. Et en fait, ces deux textes révolutionnaires, en tout cas révolutionnaires pour les professionnels français, ceux qui appliquent toujours les French Gap, CRC 9902 et tout ce qui s'en est suivi après, parce qu'il y a quand même une époque au CRC où on a continué à converger jusqu'en 2005 avec les normes IFRS, et puis brutalement, ça s'est arrêté avec la CRC 2005-10, hein, je crois, où là, vous savez qu'il était proposé qu'il y ait la possibilité de ne pas amortir le goodwill dans les comptes français, etc. Alors tu vas le dire, dis-le, Gilbert, vas-y. Non, non. Non, mais vas-y, vas-y. Je voulais signaler simplement que je me suis aperçu hier, en compulsant le site de l'IASB, qu'ils viennent de sortir leur compte rendu sur la Post-Implementation Review. Ouais. Donc, dont on va parler. Bien, parce que c'était ça l'objet du groupe de travail au départ. Ce compte rendu est sorti le 17 juin, donc c'est tout récent. Malheureusement, on n'avait pas le temps de se coordonner. Et il répond, en tout cas, il donne des réponses à la plupart des questions que nous nous posons, réponses lesquelles on ne peut pas être d'accord. Et ils indiquent la marche à suivre, qu'est-ce qu'ils vont faire sur cette norme dans l'avenir pour réagir à cette enquête. Ils ont eu 93 réponses. Et elles sont donc détaillées et thème par thème. Donc sur le site, vous avez accès librement. Très bien, Post-implementation. C'est pas encore en français, ça. Ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas. Le plus simple, c'est quand même d'apprendre l'anglais. Hein. Oui, je sais. ISB completes post-implementation review of business combination standard. Voilà. Excuse-moi. Voilà, non, mais merci Gilbert. C'est une information parce que d'ailleurs au départ nous souhaitions répondre. Hein. Jean-Philippe, quand on a créé le groupe, on souhaitait répondre dans le cadre de post-implementation et ça a été très compliqué parce qu'il y a notamment des groupes du CAC 40 qui n'étaient pas forcément d'accord. Voilà, donc on a laissé d'autres lobbies, etc., répondre. Mais il n'y a pas eu de réponse de l'Académie en tant que telle. Par contre, on a vraiment travaillé sur ce qui s'est passé pendant les 5 exercices. Pour être franc, on s'est arrêté au 31 décembre 2013. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on a eu 4 ans d'application d'IFRS 3 révisé. Alors, je disais pourquoi ces deux normes étaient complètement révolutionnaires. C'est parce que, vous le savez bien, les comptes consolidés, moi j'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs à comprendre ça, les comptes consolidés n'étaient plus ceux de la société mère, vous avez toujours appris ça, mais ceux d'une entité économique qui englobe les minoritaires et les majoritaires. Donc c'est l'entité économique qui compte, et c'est la prise de contrôle qui fait que l'entité économique existe ou qu'elle disparaît. Ce qui fait que toutes les transactions entre minoritaires et majoritaires n'apparaissent pas dans le résultat, mais uniquement dans les capitaux propres. Donc évidemment, on a du mal à comprendre quand on a 100% d'une société pendant ces 30% qu'on n'ait pas un résultat de dilution. Donc tout ça, ça crée des effets un peu contre-intuitifs entre le cash et puis le résultat consolidé. Bon. Donc oui, alors ça, d'ailleurs Gilbert va en parler, donc on va pas. Mais si oui, c'est ça qui était révolutionnaire et on se rend compte d'ailleurs que beaucoup ne l'ont pas intégré, notamment dans les utilisateurs, les analystes financiers et surtout les dirigeants. Voilà. Donc, vous remarquerez que ce cahier est numéroté 29. Donc, je vous parlais du cahier 17 qu'on a fait en 2009. Donc, ça veut dire que l'Académie sort 2 cahiers par an. Donc, c'est quand même pas mal. Et pas mal de cahiers sur les IFRS. Notamment, vous avez 2 cahiers IS 36 qui restent toujours passionnants. Ce sont ceux, d'ailleurs, qui sont les plus demandés sur le site de l'Académie. Parce que là, on ne va pas vous parler d'IS 36, alors que c'est vraiment très lié, bien sûr, mais on s'est vraiment concentré sur IFRS 3 révisé. Voilà, donc, comment on s'est organisé? On est organisé en 2 tables rondes. On a une première table ronde qui est précisément sur le changement de paradigme normatif qui a été apporté par IFRS 3. Et puis une seconde sur toutes les difficultés techniques
qu'on rencontre, parce que Dieu sait qu'on en rencontre, et les pratiques qu'on observe, conformes ou pas à IFRS 3. On ne dit pas les meilleures pratiques. Sur le cahier, c'est marqué meilleures pratiques. On n'aurait pas dû mettre ça. On vous a donné toutes les pratiques telles qu'on les observe. Voilà. Donc là, on va démarrer, si vous le voulez bien, la première table ronde. Donc la première table ronde, le titre exact, c'est de IAS 22. Rappelez-vous, IAS 22, et la lumière fut. Et IAS 22, le pooling of interest, etc. C'était la belle époque. On pouvait faire un tas de choses, l'intégration proportionnelle, etc. C'est fini tout ça. Et donc on est effectivement passé de IAS 22 à IFRS 3, puis IFRS 3 révisé. Alors, on a aussi appelé ce cahier, Gilbert, pourquoi ne peut-on plus parler de PPA, d'allocation du prix d'acquisition? Oui, le plus dur, c'était pas de faire une préface, le plus dur, c'était de faire la norme. Hein. J'étais très actif à l'époque, puisque en 2009, lorsqu'elle est sortie, on avait confié à des membres du board une surveillance plus particulière sur le staff pour certaines normes. Et moi, je me trouvais dans ceux qui ont conduit ce projet. Donc, j'en suis en partie responsable en tant que membre du board et peut-être plus que quelques autres pour avoir participé davantage. Alors la question que tu me posais, c'était pourquoi, c'est dans le titre d'ailleurs, ne peut-on plus parler de PPA, de Purchase Price Allocation? C'est que dans la logique de la norme, la première chose que l'on constate, c'est que ça consiste, une fois qu'on a pris le contrôle, à recenser tous les actifs et passifs et à les inscrire, en principe, avec exception, à leur juste valeur dans le bilan de l'acquéreur. Donc c'est un inventaire exhaustif, aussi exhaustif que possible, et mesuré, évalué à la juste valeur. Et on ne s'occupe pas dans ce stade-là de savoir le prix qu'on a payé. On verra ensuite le prix qu'on a payé. Donc c'est pas ça qu'on essaie d'allouer, c'est d'avoir un inventaire exhaustif chiffré des actifs et des passifs acquis. Ça c'est pour le principe. Alors ensuite, on a deux cas de figure possibles. Ou bien on a opté pour ce qu'on appelle le goodwill complet, où à ce moment-là, on compare la somme des valeurs que je viens d'indiquer, donc des justes valeurs des actifs identifiables acquis et des passifs identifiables acquis, à la valeur de l'entreprise acquise à 100%, sans s'occuper du pourcentage que l'on a acquis. Et donc là, évidemment, il n'est même pas question de prix. On n'a pas payé 100%, on a payé peut-être 70%. Donc ce qu'on compare, c'est une valeur hypothétique de l'entreprise acquise à la somme des valeurs des éléments constituants qu'on a pu identifier. Ce n'est donc pas une purchase price acquisition. Lorsqu'on est dans le cas du goodwill dit partiel, l'exercice est un peu différent parce qu'effectivement, on compare une proportion des valeurs que je viens d'indiquer, des actifs et des passifs, à un prix payé. Là, pour le coup, c'est le prix payé, puisqu'on s'occupe que du prix qu'on a payé. Donc, c'est plus proche d'un PPA, mais ça n'en est tout de même pas un, puisqu'on se préoccupe d'abord de faire l'inventaire, de le chiffrer. Ensuite, on fait une règle de 3 et on compare au prix payé. Alors, il faut se rappeler aussi dans l'histoire de cette norme que les normes américaines qui a été développée en même temps et qui est fortement convergée a une grosse différence, et une seule avec la norme IASB, c'est que dans la norme américaine, on est obligatoirement au goodwill complet. L'option goodwill partiel, qui est une option que l'on peut exercer en IASB cas par cas, acquisition par acquisition, n'existe pas. Et l'esprit de la norme, c'est bien le goodwill complet. Pourquoi est-ce qu'on a fait le goodwill partiel? Parce qu'on n'aurait jamais eu de majorité pour le goodwill complet si on n'avait pas fait ça. C'était purement tactique. Il fallait sortir la norme. On a dit, bon, après tout, ici, on a un blocage. Si on veut avoir la majorité requise pour passer la norme, il faut donner également l'option goodwill partiel. Pour être tout à fait franc avec vous, moi, j'étais pour ceux qui étaient pour le goodwill partiel, effrayé que j'étais à l'époque par les hypothèses qu'il faut faire lorsqu'on a acheté 60% pour savoir le prix qu'on aurait payé à 100%. C'est la valeur supposée de 100%. Ce qui n'est pas une simple règle de 3. Il y a la prime de contrôle, etc. De confidentialité, donc j'étais dans la minorité. J'étais dans la minorité avec d'ailleurs Philippe d'Anjou. Hein,
Et donc on a obtenu, en fait, c'était plutôt européen comme démarche par rapport aux anglo-saxons, on a obtenu d'avoir les deux options. Voilà pour la réponse à cette première question. Merci. Alors vous avez un autre effet contre-intuitif classique, c'est que cette fois-ci, vous achetez 30% d'une société, puis après vous prenez le contrôle en achetant 21%. Et assez curieusement, vous allez prendre, dans le résultat cette fois-ci, vous allez prendre un résultat sur les 30% que vous aviez achetés, alors que vous n'avez absolument rien encaissé, etc. Donc on peut se demander à quelle logique obéit cette disposition. Alors on peut dire que c'est contre-intuitif si on oublie une chose. Il faut complètement oublier les comptes individuels. Oublier qu'il existe des comptes individuels. D'ailleurs, en IFRS, les comptes, c'est les comptes consolidés. Les comptes individuels ne sont que tolérés. Pourtant, IAS 27 parle des comptes individuels. Oui, mais ils sont tolérés. Une entreprise qui a des filiales est obligée, selon les IFRS, pas selon les règles européennes, est obligée de faire des comptes consolidés. Elle n'est pas obligée de faire des comptes individuels. Donc, oubliez, vous n'êtes pas dans les comptes individuels, vous êtes dans des comptes consolidés. C'est la logique qui prévaut. Et avant l'acquisition vous avez peut-être 30%, puisque tu as pris cet exemple, vous aviez les titres. Après l'acquisition qui vous permet de prendre le contrôle, vous n'avez plus de titres. Parce que dans les comptes consolidés, il n'y a pas de titres. Donc ces titres ont bel et bien disparu. Ils ont disparu, là, il y a une petite entourloupe, si vous voulez, un petit saut sémantique. On va faire comme s'ils avaient été vendus et rachetés. Donc on vend un profit, on rachète 51. On prend un profit sur les titres, sur la différence entre la valeur comptable des titres tels qu'ils étaient et la valeur qu'ils avaient au moment où on a acquis la participation complémentaire. Donc ce n'est pas tout à fait anormal ou illogique de considérer que des titres ayant disparu, on les a vendus, en quelque sorte, en mettant les choses entre guillemets, pour une valeur qui est supérieure ou inférieure à la valeur précédente. Alors j'en profite pour rappeler aussi que tu as parlé de 30%. On peut supposer dans ton exemple que la société était mise en équivalence. J'en profite pour rappeler que la mise en équivalence n'est pas une méthode de consolidation. C'est une méthode d'évaluation des titres en IFRS. Et d'ailleurs, dans la directive européenne également maintenant. Et que les règles françaises qui parlent de consolidation pour la mise en équivalence devraient, au niveau du compte de commerce, être modifiées. Bon, donc c'est pour ça, on a les titres, on n'en a plus. Ils ont une valeur supérieure à la valeur comptable ou inférieure, on prend le résultat. C'est la logique, et tout tient au fait que c'est l'optique compte consolidé. Je contrôlais les titres, maintenant je contrôle des actifs et des passifs sous-jacents. Bon, Gilbert, je crois qu'on commence à bien comprendre la logique. Il y avait une troisième question que je vais sucrer parce qu'il faut respecter le délai. Ah bon ? Et je vais te poser directement la quatrième. Le non-amortissement du goodwill n'est-il pas un cadeau empoisonné ? Alors là, je vais vous donner simplement ma position pour lancer le débat. La comptabilisation postérieure du goodwill, par conséquent, on suppose qu'on a le goodwill. Pour moi, l'amortissement systématique du goodwill sur une prétendue durée de vie utile ne tient pas la route. Parce que le goodwill est par construction un élément non identifié. S'il avait été identifiable, on l'aurait identifié dans l'inventaire des actifs et des passifs. On ne sait pas ce que c'est. C'est déjà très difficile d'accorder une durée de vie à peu près fiable des actifs que l'on connaît. Alors un élément dont on ne sait pas ce que c'est encore beaucoup plus problématique. Dans toute tentative d'assigner une durée de vie à un goodwill est nulle et non avenue. Donc voilà pourquoi je suis contre l'amortissement du goodwill. Ce qui veut dire que par défaut, je suis pour sa dépréciation. Je trouve effectivement que c'est peut-être bien de se poser la question que cet actif qui est si bizarre, à la limite on peut même se demander si c'en est un, mais enfin cet actif qui est si bizarre, il faut bien qu'il disparaisse à un moment donné, et la méthode qui me paraît la plus adéquate, ou la moins inadéquate, c'est bien ce test impairment qui est compliqué, qui demande beaucoup de travaux, qui occupe beaucoup les commissaires aux comptes et les comités d'audit. Mais je pense que pour l'instant, c'est la seule chose possible, en tout cas pour les sociétés cotées. Pour les petites sociétés non cotées, on pourrait penser qu'il y a un côté coût-avantage. Mais là... Et d'ailleurs, les universitaires semblent être d'accord avec ça. En tout cas, ceux qui ont été consultés, ceux qui ont répondu à l'IASB, disent l'amortissement du goodwill n'a aucune valeur informative.
Aucune. Tout le monde l'ignore, tout le monde s'en fout, que ce soit 40 ans, 100 ans, on ignore. Un gros impairment ou un impairment sur le goodwill, ça a une valeur informative. Il s'est passé quelque chose, il faudra creuser pour savoir quoi, mais ça a une valeur informative. Alors, ça c'est donc ma position personnelle, mais je ne suis pas le seul. C'est une des positions possibles sur le débat. C'est vrai que la dépréciation dit quelque chose, hein, mais c'est vrai aussi qu'en général, on se rend compte qu'il faut attendre que la capille boursière ait bien baissé pour que l'impairment soit passé. Alors, puisqu'on en parlait tout à l'heure de ce que l'IASB veut faire là, sur ce sujet-là, ils ont dit qu'ils allaient bien sûr examiner la question. C'est le point numéro 1, c'est le goodwill, hein, dans les remarques qu'ils ont reçues. Et ils envisagent peut-être un mix d'amortissement et de dépréciation, semblant oublier d'ailleurs que c'était déjà le cas avant, et qu'à partir du moment où vous aviez l'amortissement, personne ne se souciait de déprécier davantage. Bon, mais c'est vrai que le non-amortissement ne facilite pas la vie, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça donne du boulot non, mais c'est émetteurs, pas pour ça. C'est au compte, voilà, puis, mais ça facilite pas la vie, hein, c'est sûr. Donc Alain, le thème assigné à Alain, c'est la comparaison French Gap, j'allais dire US Gap, IFRS, et notamment avant de voir les principaux éléments de différenciation, que tu nous donnes les sources conceptuelles de divergence entre ce référentiel français, donc qui s'est arrêté de converger en 2005, et IFRS 3 révisé. Alors, à titre de simplification, moi j'ai recensé 3 concepts fondamentalement divergents. Donc le premier, en fait, comme l'a dit Gilbert, c'est le concept de PPA, donc Purchase Price Allocation, qui ne s'applique plus en IFRS 3, alors qu'en CRC, dans les anciens référentiels, si vous voulez, en fait, on allouait l'objectif qui était en pratique recherchée, c'était d'allouer des contreparties au prix d'acquisition que la quote-part, que la société mère avait acquise. Et donc, c'était un exercice qui se faisait, il faut bien le dire, à minima, sachant que en plus, on est dans un contexte en normes françaises où la fiabilité n'est pas présumée, elle est requise. D'autre part, il y a le principe comptable que Gilbert n'aime pas, qui l'énerve, mais il y a le principe comptable de prudence. Donc quand on active des incorporels, c'est clair qu'il faut le faire avec quand même un minimum de prudence. Et ensuite, il y a le contexte juridique et fiscal qui entoure le référentiel français, qui est quand même prégnant, puisqu'en fait, la comptabilisation des comptes de la cible, la recherche de contrepartie au prix d'acquisition, ça va être d'identifier en fait des actifs, notamment, qui ne sont pas comptabilisés dans les comptes de la cible. Donc c'est clair qu'il y a un contexte juridique et fiscal qui est quand même sensible. Et puis, il faut savoir aussi que donc, dans le référentiel français, comme on a sous la main, si je puis dire, l'écart d'acquisition, donc comme son nom l'indique, qui est le bienvenu, bah finalement tout ce qu'on n'aura pas pu identifier pour des critères de fiabilité, de prudence, ou même on pourra dire par opportunisme, on aura toujours la possibilité de le mettre dans ce compte d'écart, donc d'écart partiel, puisque c'est la quote-part du groupe qu'on va comparer à ce qu'on aura identifié comme actif. Et de toute façon, ce compte d'écart, contrairement à ce qui se passe en IFRS, il pourra varier au fur et à mesure des acquisitions. Il pourra varier au fur et à mesure où les hypothèses d'achat complémentaires donneront éventuellement des valeurs différentes. Ça n'aura pas d'impact puisque tout ira dans cette espèce de compte d'écart, en fait, qui est une simple contrepartie, à la limite comptable. Bon, je dis ça pour simplifier, hein, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors que donc en IFRS, comme l'a dit Gilbert, ça n'a rien à voir. On ne fait plus d'allocation, on ne fait plus des recherches de contrepartie d'un prix payé. On commence par faire un inventaire exhaustif, extensif et non plus à minima de l'ensemble des actifs et des passifs qui sont sous contrôle, qui deviennent sous contrôle. Alors non pas pour une quote-part, mais pour 100% du groupe. Donc face à ça, le prix payé par le groupe et le prix qu'on aurait payé
pour acheter les minoritaires, cet exercice un peu périlleux. Et d'autre part, avec le principe non pas juridique et fiscal, mais le principe de substance over form qui lui prévaut, la fiabilité qui est présumée dans les acquisitions, selon IAS 38, donc on n'a pas à se dire, les activations qu'on fait sont présumées fiables. Et enfin, le dernier point, c'est ce goodwill qui n'est plus, lui, un écart, qui va être calculé, qui va être comptabilisé une seule fois, dont le montant sera quasi intangible, et pour lequel, finalement, qui sera, si on respecte l'esprit de la norme au sens des Américains, où on aura le goodwill pour la quote-part de la société mère et le goodwill pour la quote-part des minoritaires. Donc on aura un goodwill complet, en fait, pour l'ensemble de l'entité. Donc ça, c'est le premier concept. Alors l'autre, ça va aller plus vite. L'autre concept, c'est la valorisation, donc la juste valeur. En fait, en compte CRC, on est en valeur d'utilité et non pas en juste valeur. Donc ça, c'est fondamental parce qu'en fait, la valeur que l'acquéreur, auquel l'acquéreur comptabilisera les actifs de la cible, ce sont compte tenu de ses intentions et de ses hypothèses de développement ou de restructuration. Donc ça veut dire qu'il y a des biens qui seront comptabilisés en normes françaises et qui ne le seront pas forcément en normes IFRS et qui seront donc dans le goodwill. Alors qu'en IFRS, on est en juste valeur, donc c'est indépendamment des intentions de l'acquéreur, et c'est la valeur en l'état, donc la state value, sans hypothèse de développement et de restructuration. Et donc le dernier point, il est un peu répétitif, c'est le dernier concept divergent, c'est le concept de goodwill. En norme CRC, on est en un compte d'écart, un compte un peu fourre-tout, qui recueille tout ce qu'on n'a pas identifié, par hypothèse de simplification ou même éventuellement par opportunisme. Il y a un délai d'affectation de ce goodwill en norme française qui est de 24 mois, et on peut même aller au-delà pour des provisions de restructuration, alors qu'en norme IFRS 3, c'est 12 mois, et les contraintes de réaffectation sont beaucoup plus strictes qu'en norme française, et évidemment l'amortissement qui est systématique en norme CRC et qui ne l'est pas en norme IFRS, puisque en fait, en norme IFRS, le goodwill, c'est un véritable actif qui doit être assis sur des UGT et dont la valeur doit être justifiée par un surprofit au-delà de la rémunération à leur taux de risque de chaque actif, au-delà de la rémunération des actifs sous-jacents. Donc il faut vraiment justifier. Il faut qu'après avoir rémunéré tous les actifs, on ait un résiduel qui, capitalisé, justifie le goodwill. Donc c'est quand même, ça n'a rien à voir avec l'écart d'acquisition des comptes CRC. Merci Alain, ce n'était pas évident comme exercice, là, tu l'as fait parfaitement. Vous savez que c'est un pro des IFRS. Alain. Moi, je l'ai vu dans des PME cotées, il recommandait à tous ses clients d'appliquer les IFRS. Ah oui, il aime bien se compliquer la vie, Alain. Après, je vais dire, j'ai un peu regretté, je me suis fait engueuler aussi, mais bon. Alors, deuxième question, tu vas être plus rapide. Oui, très rapide. Quels sont aujourd'hui les principaux points de non-comparabilité de la comptabilisation d'une même cible, puisque vous avez donc les PME cotées qui ont le choix, où ils prennent IFRS, où ils prennent les French Gap. Finalement, les principaux points pourquoi les comptes vont être très différents selon les taux référentiels. Voilà, alors les comptes vont être très différents, donc je vous invite à lire dans le guide, il y a des exemples, il y a une dizaine d'exemples qui ont été faits et qui ont été validés qui ont été faits par mes soins et qui ont été validés par le professeur Aubert, qui écrit dans la Revue française de comptabilité, absolument. Robert Aubert, et qui a validé en fait, donc ces exercices sont pas simplement tirés de l'imagination, et vous verrez donc les points. Alors les points d'écart, ce sont évidemment dans les normes IFRS, vous aurez un plus grand nombre d'actifs, vous aurez une segmentation beaucoup plus fine d'actifs identifiés, évidemment, alors que en CRC vous en aurez moins. Mais par contre, en CRC, les mêmes actifs pourront être plus valorisés parce que l'acquéreur, on tiendra compte des synergies et des hypothèses de développement de l'acquéreur. Donc, en fait, une marque, selon un acquéreur qui veut développer, pourra avoir une valeur supérieure à celle que le marché pourrait identifier. Il y aura aussi plus de passifs parce qu'en fait, en norme française, c'est un peu oui ou non, alors qu'en norme
IFRS, on peut probabiliser des scénarios, donc tout ce qui est complément de prix, option de rachat de minoritaires et passifs éventuels seront valorisés plus facilement en IFRS qu'ils le sont en normes françaises. Et surtout, il y a le taquet, c'est que comme on n'a plus droit à réaffecter le goodwill, si on se trompe dans ces hypothèses de passifs éventuels valorisés, quand on passe à la caisse, eh bien ça va en résultat si on a sous-évalué les passifs. Et donc, ce qui va pousser en fait peut-être à surévaluer les passifs pour ne pas avoir d'impact sur le résultat et donc, par conséquence, augmenter le goodwill puisqu'on va reprendre, il y a un prix plus des passifs. Voilà. Et le dernier point, je sais que ça agace Gilbert, mais il y aura un plus grand... Alors, le goodwill en CRC sera plus faible, à mon avis, qu'en IFRS. C'est en tout cas ce qu'indiquent les exemples que j'ai pris. Non, mais c'est pas évident. Mais enfin bon, disons que mécaniquement, le goodwill... Par les passifs, oui, peut-être. Par les passifs, par l'acquisition en étape qui réévalue la première acquisition, donc là c'est mécanique, et avec le goodwill complet, c'est-à-dire le goodwill des majoritaires et des minoritaires, c'est aussi mécanique. Mais la surévaluation des passifs pourra réévaluer. Et enfin, l'impact résultat, c'est ça qui agace Gilbert, c'est qu'il y aura une certaine volatilité, puisque chaque fois qu'on sera trompé dans les évaluations, ça ira direct dans le résultat. Et puis, il y aura le test Nippermont, et puis il y aura la non-réalisation des hypothèses de valorisation qui vont directement en résultat, alors qu'en normes françaises, tout va dans l'écart d'acquisition, ce qui est quand même plus confortable. Voilà, ouais. Mais c'est pas du tout sûr ce que tu dis sur le goodwill. Moi, j'observe plutôt qu'il y a plus de goodwill dans les normes françaises, ne serait-ce que parce qu'on peut amortir le goodwill. On amortit le goodwill, ce qui déresponsabilise les dirigeants. C'est très très bien ça, parce qu'ils disent à partir du moment où je l'amortis, pourquoi je le déprécierais Mais Alain a raison sur le fait qu'il y a certains passifs qui ne sont pas comptabilisables dans le cours normal d'IAS 37 et qui sont à comptabiliser au moment de l'acquisition. Encore faut-il que ce soit de vrais passifs. Mais ce n'est pas des passifs éventuels, c'est des passifs existants, mais qui ne remplissent pas les conditions parce qu'ils ne sont pas assez probables. Là, on les met en juste valeur, mais ça ne va pas chercher des tonnes. Oui. Ça n'a rien à voir avec le temps où en France, on comptabilisait des restructurations bidons pour... ça n'a rien à voir. Ça, on connaît ça, oui. On connaît, mais il y a toujours beaucoup d'opportunisme quand même en la matière. Donc, merci beaucoup, Nicole. Alors, finalement, Nicole, la question qu'on a souhaité lui poser, c'est que tout ça, c'est très très bien. On a un tas d'incorporels actifs, etc. Et au bout de 4 ans, parce que ce n'est pas 5 ans, quel bilan on peut tirer en matière d'identification des actifs incorporels dans des opérations de croissance externe? Bon, alors, pour répondre à cette question, en fait, je suis repartie de diverses études de transactions qui ont été faites par des cabinets de conseil, par des universitaires, par des banques d'affaires. Et leurs constats se rejoignent et permettent d'essayer de tirer 3 conclusions. La première, c'est... Alors, je vais remonter un peu plus loin dans le temps. Je vais remonter en 2004. Le pooling of interest. Justement. Non. À l'entrée en vigueur d'IFRS 3, effectivement, ont été identifiés 2 nouveaux actifs incorporels. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est les actifs liés aux clients, une famille qui s'est beaucoup agrandie à l'occasion de l'entrée en vigueur d'IFRS 3. Maintenant, on ne peut pas dire non plus que l'application d'IFRS 3 se soit traduite par une augmentation sensible du nombre d'actifs incorporels identifiés. Et on observe peu d'évolution dans la nature des actifs incorporels les plus fréquemment identifiés. Donc il y a une forme d'inertie, de stabilité à cet égard. Et là aussi, pour revenir à des exemples, les marques, les technologies développées font partie des actifs les plus fréquemment identifiés. Surtout quand ils sont non amortissables. Absolument. Alors que la part des clauses de non-concurrence, des contrats avantageux, et je ne vais pas énumérer parce qu'il y en a une liste assez longue, reste très modérée.
Voilà. Ce qui amène donc à dire que la finesse dans l'analyse des diverses catégories d'actifs devant entrer au bilan à l'occasion d'une acquisition rencontre des limites. La deuxième conclusion, c'est pour aller plus loin, il faut regarder les choses secteur par secteur. Et à ce moment-là, on se rend compte que les natures d'actifs incorporels prédominantes sont différentes d'un secteur à l'autre. Dans le secteur des biens de consommation, d'une manière... on pouvait s'y attendre, les marques prédominent. Dans les télécommunications, les actifs liés aux clients prédominent. Et je ne vais pas poursuivre l'énumération. Je passe à la troisième tentative de conclusion, qui vient cette fois du suivi dans le temps, du dépouillement des opérations de croissance externe. Là aussi, en retenant un axe sectoriel pour regarder comment se passent les choses. Et à ce moment-là, ce que l'on voit, c'est une stabilité assez marquée, tant dans les natures d'actifs identifiés que dans leur équilibre global. Autrement dit, on ne voit pas de franche rupture. Si je prends le cadre américain comme référence, entre une période qui serait 2002-2008 et puis post-2008, et pour les entreprises européennes aux IFRS, une période qui serait 2004-2009, puis au-delà de 2009. En d'autres termes, l'entrée en vigueur des versions initiales des normes a bien eu des effets majeurs pour commencer à révéler ce que l'acquéreur intégrait. Encore faut-il que celui qui fait le chèque sache ce qu'il a acheté, quoi. C'est quand même souvent la difficulté. Mais l'entrée en vigueur des versions révisées des normes n'a pas entraîné de changements rapides, significatifs, qui puissent encore être observés. Et donc, j'imagine que vous avez une question ultérieure sur qu'est-ce qui peut bien expliquer cette inertie. Bon, mais ça on connaît, hein, tout ce qui est rupture et tout, c'est compliqué. La conduite du changement, c'est pas simple. Mais je crois qu'on peut tous être d'accord avec les trois tentatives de conclusion de Nicole. Alors, deuxième et dernière question à Nicole. En moyenne, finalement, la part du goodwill, parce que le goodwill, c'est quoi? En gros, ce sont les synergies et c'est la workforce. En moyenne, qu'est-ce que ça représente? Alors, évidemment, c'est très différent d'un secteur à l'autre, tu as raison, mais c'est très hétérogène, mais c'est pour avoir une idée. Qu'est-ce que tu as pu observer? Alors, je suis repartie des mêmes études ouais. Et le goodwill n'est pas encore devenu minuscule. Il est peut-être résiduel dans l'esprit, en tout cas, mais il n'est pas minuscule, puisque et ouais, en face de moi, et en repensant à votre étude de 2009, vous citiez un chiffre qui est près de 50% de la valeur d'entreprise des cibles. Bon, dans d'autres études, on les verra à 35-40%. C'est vrai que 40, en moyenne des secteurs, c'est à peu près ça. Du prix d'acquisition. Alors, peu importe l'écart d'une étude à l'autre, finalement, ce qui compte, c'est l'ordre de grandeur témoignant du fait que le goodwill n'est pas du tout minuscule. Les synergies attendues... Ce qui est logique, la synergie, c'est vraiment important. C'est très important. Voilà. Alors, c'est aussi une part qui est variable selon les secteurs. On voit bien que dans les secteurs où la valeur vient d'éléments immatériels pas susceptibles d'être inscrits au bilan, très logiquement, la part du goodwill est plus élevée. Je ne sais pas, le secteur du logiciel où Frédéric a travaillé pendant fort longtemps. Ouais. En est un exemple. Dans les secteurs où l'essentiel de la valeur vient d'éléments incorporels identifiables, la part du goodwill est moindre. L'exemple qui viendrait en tête est celui, par exemple, celui de l'énergie. Alors, quand on revient toujours à ces études, on voit une part du goodwill qui a tout de même du mal à diminuer sensiblement au fil du temps. Peut-être le fait-elle, mais... ça n'est pas régulier, on a du mal à discerner des tendances. Et donc ça suscite une question sur les entreprises vont-elles jusqu'au bout du travail d'analyse qui est attendu d'elles.
Alors là, Nicole, tu me permets de faire le pont à la question Mais que oui, j'ai posée à c'était Frédéric même- Dunaud. On aurait dû le filmer en vidéo, mais malheureusement, il a eu un empêchement personnel, c'était pas possible. Donc on lui a posé 2 questions à Frédéric, donc je vais tenter de vous dire, parce qu'il s'exprime beaucoup mieux que je ne le fais. Frédéric est un gars absolument extraordinaire, il a un talent, une connaissance des IFRS, une pratique professionnelle impressionnante. Et donc on s'est vus tous les 3 avec... Alors je vais tenter de vous dire, puis mes amis la compléteront. Alors la première question, c'est... déjà la façon de poser la question. Tout cela est assez théorique, mais finalement, comment est perçu votre changement de paradigme normatif au sein de l'entreprise? Donc, les réponses. Première réponse de Frédéric, hein, puis il ne s'exprime pas uniquement au niveau d'Asso Systèmes et de Constellium. C'est quelqu'un qui rencontre beaucoup ses collègues responsables de conso, des relations investisseurs, etc. Donc premier point, c'est qu'il y a eu une vraie focalisation des dirigeants sur les aspects contre-intuitifs. Voilà, on se rappelle les saillies de Claude Lopataire. Alors, je veux dire que les Big Four ont participé au groupe de travail, sauf PwC. On avait les 3 Big Four, il y avait beaucoup de cabinets moyens. Mais c'est vrai que c'est très très mal parti, cette affaire, sur les aspects contre-intuitifs, et que ça a braqué quand même ce que nous dit Frédéric. Je crois que c'est un peu exact. Deuxième point, c'est qu'il nous dit quand même, il y a eu aussi, de la part des dirigeants, un rejet d'un certain nombre de choses qui dérangent. Les frais d'acquisition passés aux charges, ça dérange beaucoup. Moi, personnellement, je trouve ça très bien. Mais... puisque c'est une table ronde, moi j'ai entendu l'avis inverse en disant que ça arrange beaucoup les entreprises qui font pression sur les gens qui leur facturent ces frais en disant vous me disiez que c'était à activer, que ça coûtait rien. Je ne suis pas d'accord. Vous allez me baisser ces frais-là. Mais il n'empêche que ce que dit Frédéric, moi je l'observe quand même, ça leur plaît pas. Il préférait que ce soit dans le Goodwin, tout ça. Mais moi je trouve que c'est une très bonne mesure, effectivement. En norme française, c'est pas le cas, donc c'est une différence. Autre observation de Frédéric, c'est sa déception quand même, parce qu'il fait, comme beaucoup de grands groupes du CAC 40 et tout, il y a des PPA en amont qui sont faits. Mais même quand ils sont faits très en amont, ces PPA, il nous dit, vous savez, en pratique, c'est pas du tout intégré dans la décision stratégique. Ça vient après. Ça vient après. Donc ça, c'est quand même un petit peu dommage, parce qu'on aurait pu penser, on se pose la question, qu'est-ce qu'on achète vraiment? Est-ce qu'on sait ce qu'on achète vraiment? Et est-ce qu'on fait quelque chose qui est en ligne dans le PPA avec la vraie synergie de l'acquéreur, qui n'est peut-être pas la même que celle de son concurrent, etc. Ça paraît pas évident. En tout cas, c'est ce que nous dit Frédéric. On pourra commenter tout à l'heure dans les questions. Et il nous dit aussi qu'en interne, et ça, il y a un certain nombre de responsables de conso et de reporting dans la salle, c'est pas évident d'encourager des comportements vertueux en matière d'information financière. C'est pas très simple. Voilà. Mais je sais pas si il nous a dit un tas de choses, Frédéric. Si vous voulez compléter les uns les autres. Mais c'était le sens. Il y avait un point là que j'ai insisté, comme tu me donnes la parole, je vais être bref. C'est en CRC, c'est la comment dirais-je, dans les IFRS, quand on inventorie tout, en fait, il y a une espèce de cut-off en fait de la valorisation de l'entreprise qu'on capitalise. On capitalise les efforts du vendeur dans les bilans de l'acquéreur. Ce qui fait que l'acquéreur, après, ne bénéficie en aucune manière des efforts du vendeur, puisque, au contraire, il doit même les amortir. Ce qu'on a capitalisé, qui a été vendu et qui a été acheté, on doit l'amortir sur la durée résiduelle. Ça fait partie des éléments contre-intuitifs, alors que quand en norme française, finalement, il y avait des résultats qui passaient du vendeur à l'acquéreur de façon... plus facile. Je comprends bien la logique de la norme. Ouais, là, comme, là-dessus, oui. Mais je sais que c'est un des points qui peuvent gêner. Oui, tout à fait. Sur les aspects contre-intuitifs, qui est comme les résultats de dilution enregistrés lors des sessions qui n'est plus un résultat. Ça, c'est la question que j'ai chantée. Non, mais ça montre à quel point les dirigeants n'ont pas intégré le fait qu'ils ne sont pas à la tête d'une société, mais d'un groupe. Oui, absolument. Ah non, mais ça, c'est vrai. Oui, absolument. Oui, tout à fait. C'est clair. Donc, deuxième... Alors, la première question à Frédéric Dunaud, c'était les réactions au sein de l'entreprise. La deuxième question, c'est quelle utilité, en gros, à quoi ça sert, messieurs?
mesdames, messieurs, quelle utilité voyez-vous pour l'extérieur de l'entreprise et pour la communication financière à cet exercice d'évaluation, d'identification et d'évaluation des actifs et passifs requis par IFRS 3? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, les éléments de réponse de Frédéric là-dessus, c'est qu'en fait, ce nouveau paradigme normatif n'est pas du tout intégré, là, il va peut-être un petit peu loin, par les utilisateurs et par les analystes sell-side. Il a fait une différence en disant que du côté du buy-side, c'est vrai, c'était beaucoup plus fouillé comme analyse et que ça a intéressé ces analystes-là. Mais cela dit, on n'a pas d'informations parce que c'est très confidentiel. Hein. Tout ce qui est analyse buy-side, là, on ne rigole pas, c'est pas pour la galerie, c'est la stratégie de l'entreprise, etc. Et que les utilisateurs, les analystes financiers, français, je ne sais pas, américains ou anglais, Gilbert, continuent à raisonner en termes de société mère et pas d'entité économique, et qui sont très sceptiques, qui restent très sceptiques sur l'évaluation des actifs incorporels, et qu'ils ont tendance à éliminer de leurs analyses les goodwill, sans chercher à identifier à quoi le goodwill peut correspondre. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un goodwill résiduel, et non pas un goodwill pour tout. Voilà. Mais voilà, c'est sûr qu'à l'extérieur, si vous voulez, ce qui est annoncé, c'est la dilution ou la relution du résultat par action et tout. C'est plutôt comme ça que les choses sont présentées. Tant qu'on continuera à présenter des résultats par du groupe, ce qui n'a aucun sens, parce que c'est le résultat du groupe, et c'est pas part du groupe, c'est part de certains actionnaires. Eh bien évidemment, on voit encore des wordings qui sont, dans les comptes même des sociétés du CAC 40, des wordings qui sont aberrants. Oui, tout à fait. Alors, deuxième réponse de Frédéric, c'est qu'en fait, c'est la communication financière non-GAAP qui s'est développée, qui est privilégiée, avec des indicateurs financiers non normalisés, hein, comme l'EBITDA. Donc, en France, on ne sait pas du tout ce que c'est que l'EBITDA. Voilà, moi, j'ai eu des clients, c'est quand même extraordinaire, qui, en normes françaises, mettaient les dépréciations d'actifs dans l'EBITDA, une grosse boîte du CAC 40. Hein. Non, mais vraiment, hein. Il y en avait même une extraordinaire qui passait en frais de recherche et développement, qui activait tous ses frais de recherche et développement, qui les amortissait sur un an, donc le bilan c'est impeccable, mais qui mettait l'amortissement des frais de recherche et développement dans les EBITDA. C'est quand même extraordinaire. Non, ça existe, ça. Non, mais je vous jure, ça existe. Grand groupe du CAC 40, ils ont quand même eu des problèmes. On était commissaire au compte, pas très bien passé. On voit des groupes français qui mettent l'amortissement du goodwill dans les bidas. C'est quand même extraordinaire. L'amortissement du goodwill, ça n'a pas un sens, c'est un amortissement. Ce qui n'a pas de sens, c'est de mettre l'impairment. Oui, bien sûr. L'impairment du goodwill. Les gens veulent à tout prix confondre l'impairment et l'amortissement. Oui, c'est l'impairment, tu as raison. On est dans le... Oui, donc voilà, donc il y a des vrais problèmes. On est toujours très étonné quand même de voir que des notions comme l'EBITDA et tout, c'est pas normalisé du tout. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un tas comme Gilles sûrement d'arbitrage et tout sur ces sujets-là, parce que souvent ça se traduit par des litiges, parce qu'il y a des clauses en out et tout. Chacun a sa définition de l'EBITDA. On sait quel EBITDA faut prendre quand on est du côté de l'acquéreur, quel EBITDA faut prendre quand on est du côté de l'acquéreur, quelle dette financière nette il faut prendre. C'est pas la même. Donc on est quand même surpris quand même de voir. Alors aux États-Unis quand même, moi je constate que dans la littérature anglo-saxonne, déjà EBITDA ça veut dire quelque chose. Hein, et tu pourrais peut-être, voilà, toi qui est vraiment... Non, mais... EBITDA, c'est celui de traduire, hein, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Ce qui pose problème en France, c'est que les gens pensent que dépréciation, ils ne se rendent pas compte que dépréciation et amortissement, c'est deux synonymes qui veulent tous les deux dire amortissement. Et que l'impairment n'est pas dedans. Ouais. Et ça... Ce truc-là, il est depuis des années dans des bouquins très sérieux de finance. Oui, bien sûr. Mais là, en France, ça n'a pas été... on ne parle pas de BE, on parle d'EBITDA, etc. Certains parlent de BE. Enfin, on a vraiment quand même un souci de voir que la communication financière s'écarte autant. Je pense aussi que les régulateurs, les autorités boursières n'ont pas forcément fait tout le ménage qu'il faudrait faire. Voilà, on est des affreux. Hein. Mais bon, c'est comme ça, on dit ce qu'on pense. Et alors, dernière remarque de Frédéric, c'est que il faut un peu positiver. Hein, les abus du purchase accounting sont quand même moins importants qu'autrefois. Il y a quand même eu des progrès qui ont été faits, et ça on le voit. Entre 2010, première année d'application, et 2014, il y a quand même eu des progrès du genre de EBITDA, par exemple, ça se voit beaucoup moins quand même, ces choses-là.
qui ont été constatées, mais une déception quand même, c'est qu'il y a une tendance à se caler sur la segmentation des actifs incorporels opérée par les leaders du secteur. On regarde les 2 premiers leaders du secteur, et puis il y a le Big Four qui a sa direction technique européenne, etc., qui dit voilà, dans la pharmacie c'est comme ça, mais je me souviens, vous allez réagir, mesdames, tout à l'heure. Et donc c'est un peu décevant parce que les groupes se calent les uns sur les autres. Et finalement, si vous voulez, il y a une réduction de la communication, de la stratégie de l'entreprise qui était pourtant au départ souhaitée par le normalisateur. Voilà les remarques en termes de vis-à-vis de l'extérieur d'entreprise qui ont été faites par Frédéric. Bon, merci. Donc on va effectivement voir donc notre table ronde. Donc j'ai à ma gauche Carole qui est associée chez EY en matière d'évaluation. J'ai Nicolas. Ça s'appelle toujours EY. Il faut chercher qui est l'acquéreur. Je vois que tu aimes bien les débats. Alors, je vous rassure, vous pourrez poser également des questions à la fin aux premiers interlocuteurs, à cette première table ronde. Vous avez sûrement des questions à leur poser, ils reviendront, ne vous en faites pas. Donc, Nicolas, qui est associé, et non pas directeur, qui est associé maintenant chez Deloitte, également en évaluation. Et puis Olivier, associé, spécialisé en évaluation chez Cross Horvath. Donc j'espère qu'on ne va pas rentrer trop dans le détail de la technique, mais on va quand même essayer de voir quelles sont les difficultés pratiques, les questions, les interrogations que l'on peut avoir les uns et les autres sur cette mise en œuvre d'IFRS 3 révisée. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, si je peux dire. Carole, Olivier, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous indiquer sommairement les principales critiques, les difficultés rencontrées lors de l'exercice de PPA qui ont été évoquées lors de la consultation réalisée par l'IASB ou évoquées dans notre groupe de travail? Par rapport aux critiques, c'est des critiques et plus aussi les problèmes qui sont rencontrés par tous les gens qui sont amenés à appliquer ces différentes normes. On a tous, par rapport aux expériences qu'on a pu avoir au cours des dernières années, pu constater différentes problématiques. Pour ma part, je m'attarderai peut-être très rapidement sur les nombreuses divergences d'opinion, sur les avantages et inconvénients apportés par les évolutions normatives, mais aussi sur la façon de les traiter de façon pratique. On est parfois sur des normes qui sont relativement théoriques, et lorsqu'on commence à parler de droits réacquis, de relations préexistantes, on se trouve dans la vraie vie, dans le vrai monde, confronté à des situations qui ne sont pas évidentes à traiter, pour lesquelles on ne peut pas forcément dire qu'on ait toujours une unicité de vue entre les différents intervenants. Mais c'est aussi le cas, évidemment, sur la façon d'évaluer ce ne sont donc pas les intérêts minoritaires, puisque ce sont les non-controlling interests, mais fondamentalement, on retrouve un petit peu le même concept. Comment les évaluer en fair value? Qu'est-ce que c'est que la fair value? Comment est-ce qu'on doit analyser ce qu'on doit faire aujourd'hui du badwill? Puisque antérieurement, on était quand même sur une forme de reliquat. Aujourd'hui, comme ça a été dit, on est au départ sur un inventaire réputé et prétendument exhaustif des actifs et passifs de la société, ce qui peut aboutir, si on allait jusqu'à l'extrême, à créer du badwill, là où au départ, on aurait un écart d'acquisition peut-être positif. En pratique, ce n'est pas nécessairement ce qu'on observe au quotidien, pour dire le moins. Voilà pour une première catégorie on va dire, de retour d'expérience. Alors, pour compléter un peu, ce que je dirais, ce qu'on observe depuis 15 ans et l'arrivée d'IFRS 3, d'IFRS 3 en France et de FAS 141 aux États-Unis, enfin, tout ça était un peu concomitant, c'est qu'en général, les entreprises... Les entreprises, Tentative de déstabilisation. en général, trouvent ça
intellectuellement très intéressant de faire cet exercice d'identifier les actifs incorporels, de décortiquer leur business pour vraiment voir ce qui est important, là où il y a de la création de valeur dans les entreprises. Mais en face, ils finissent par trouver que quand même ça prend beaucoup de temps, que ça représente un coût non négligeable et que finalement ils n'arrivent pas à en retirer tous les bénéfices qu'ils pourraient en retirer, soit en termes d'un processus d'acquisition peut-être plus efficace, mieux informé, soit en termes de meilleure présentation de l'information financière dans le bilan. Est-ce que vraiment on arrive à communiquer avec les analystes financiers sur quelle est la valeur intrinsèque de notre business? Et puis sur le troisième point, peut-être troisième bénéfice potentiel qui n'est pas complètement exploité, c'est comment suivre mieux la performance de l'entreprise grâce à cette analyse plus détaillée des actifs incorporels qui sont acquis. Donc aujourd'hui, après 15 ans d'expérience, les entreprises sont sûrement de plus en plus efficaces. Donc ça leur coûte peut-être de moins en moins cher. Mais je pense que ces bénéfices, elles n'arrivent pas encore à les retirer complètement. Oui, donc en ce qui me concerne, la principale difficulté que j'ai pu rencontrer en tant que praticien, qui rejoint d'ailleurs celle qui a déjà été évoquée par Jean-Louis et par Gilbert, et celle de finalement de la réticence des entreprises à affecter le goodwill, et ceci pour diverses raisons. Donc c'est en premier lieu le caractère non amortissable du goodwill, qui fait que les entreprises préfèrent ne pas avoir, garder un goodwill, ou si elles enregistrent des actifs, enregistrer des actifs qui ont des durées de vie indéfinies pour ne pas avoir un aspect dilutif et des charges d'amortissement lors de l'opération de PPA. Et d'autre part, garder ce goodwill, donc sachant après on pourrait se dire que conceptuellement, pourquoi ne pas garder ce goodwill, puisqu'in fine une dépréciation de ce goodwill aura lieu en l'absence d'amortissement, puisque, comme vous le savez, si la valeur comptable de l'UGT devient supérieure à sa valeur recouvrable, il conviendra d'enregistrer une provision pour dépréciation, sachant que, selon ces mêmes règles, l'éventuelle dépréciation du goodwill est irréversible. Donc, de facto, quand bien même la situation économique pourrait après s'améliorer. Ce qui fait qu'in fine, on se retrouve souvent dans de nombreux cas où on ne va pas affecter ce goodwill, et que, in fine, les entités ne pratiqueront pas de test de dépréciation au moment voulu, ou, comme le disait Jean-Louis, le feront après, une fois qu'elles se sont aperçues que la valeur de leurs capitaux propres sera fortement dégradée par rapport à la valeur comptable. Merci Olivier. Bon, Carole, j'ai envie que tu répondes à Jean-Louis, qui nous disait, je vous avais dit, je ne suivrai absolument pas les questions prévues. Non, Jean-Louis qui nous disait, finalement, il y a des instances européennes dans les grands cabinets d'audit qui déterminent des méthodes à réaliser. Penses-tu vraiment qu'il y a des méthodes de standard? Par secteur. Allez, par secteur, si tu le souhaites, Jean-Louis. Penses-tu vraiment qu'il y a des méthodes standards? Est-ce qu'en pratique, on tient compte des spécificités des entreprises? C'est une excellente question. Non, mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance, au bout de 15 ans de pratique de PPA, on a des tas d'études qui sont sorties, on peut penser que faire un PPA, c'est facile. Il suffit, en effet, d'évaluer une relation client, une marque, une technologie, en fonction du secteur auquel on appartient. Et c'est vrai que dans certains cas, les PPA sont réalisés comme ça. Je peux parler d'un exemple concret, je ne vous donnerai pas le nom de la société, mais qui avait approché cet exercice de PPA un peu comme un exercice obligatoire. Et donc, il s'était dit, faut que j'évalue ma relation client, ma technologie, parce que c'est ce que demande la norme IFRS 3. Donc, ils avaient fait tourner les petites moulinettes, une petite moulinette avec la méthode des surprofits pour évaluer les clients, une petite moulinette pour évaluer la technologie avec la méthode des redevances,
Ils ont présenté tout ça à leur commissaire aux comptes en estimant que voilà, ils avaient fait du bon boulot, ils avaient évalué tous les actifs qu'il y avait à évaluer. Mais en creusant un petit peu, on s'est rendu compte, puisqu'on était commissaire aux comptes de cette société, que les relations clients qu'ils avaient évaluées, ils nous disaient qu'ils avaient une base de clients très stable. Parce qu'en fait, il y a quelques acteurs dans le secteur où ils sont, et ces clients, ils achètent bon an, mal an toujours quelque chose à cette entreprise. Donc en fait, on ne voyait pas d'attrition de la clientèle. Ils ont toujours les mêmes clients d'une année sur l'autre. Et pourtant, ils nous disaient que cet actif relation client, il fallait l'amortir sur 10 ans, parce qu'ils constataient qu'au bout de 10-15 ans, il y avait un grand renouvellement dans l'entreprise et ils n'avaient pas de visibilité au-delà. Donc en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que ce qu'ils évaluaient, c'était pas tant les relations avec ces clients, mais c'était plutôt les plateformes technologiques qu'ils avaient développées et qui correspondaient aux besoins de ces clients sur les 10 prochaines années. Et donc du coup, en réfléchissant un peu, on se rendait compte que dans ce business-là, malgré les études peut-être sectorielles qui existaient, c'était pas des relations clients qu'il fallait évaluer, mais c'était des plateformes technologiques qui avaient été développées et qui avaient effectivement une durée de vie résiduelle de 10-15 ans. Et ça ne changeait peut-être pas la méthode qu'il fallait employer, parce que c'était peut-être aussi les surprofits qu'il fallait employer, mais ça changeait du tout au tout la façon dont on présentait l'entreprise acquise. Donc ça, c'est un premier exemple d'une mauvaise application mécanique d'un PPA. Est-ce que c'est pas aussi en fait un moyen de ne pas se faire reprocher en tant que commissaire aux comptes PPA pour l'entreprise ou l'entreprise elle-même, l'émetteur? Est-ce que c'est pas un moyen qu'on fait comme tous mes confrères du secteur, donc personne n'a envie et qu'on sait tous qu'on n'a pas envie de notre responsabilité sur les entreprises? Oui, je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne protection. Hein. Oui. Il faut savoir également faire les choses dans le bon sens parce qu'on est souvent rattrapé on est souvent rattrapé par la réalité des choses. Carole, on va continuer à répondre à Jean-Louis, mais qui pourra bien sûr reprendre la parole. Il est bavard. Est-ce qu'également, on utilise souvent des taux d'actualisation dans le cadre de ces méthodes de valorisation des actifs. Est-ce qu'on a des taux d'actualisation spécifiques également? Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Parce que là aussi, on a parfois l'impression qu'il y a des taux standardisés. Oui, non, mais c'est vrai que on rentre un peu dans la technique, mais c'est un autre exemple d'un choix que l'on fait au moment du PPA qui peut avoir pas mal d'impact sur la façon dont on présente une acquisition. Donc les taux d'actualisation, comme vous savez, pour évaluer un actif incorporel, souvent on a des méthodes de cash flow futur, soit de redevance future, soit de surprofit futur, et on doit toujours se poser la question de quel est le taux d'actualisation que l'on doit appliquer à ces cash flows. Et en général, on dit, la pratique standard, c'est de dire que le taux d'actualisation applicable à un actif incorporel doit être supérieur au taux d'actualisation applicable à la société dans son ensemble. Et c'est vrai dans la plupart des cas, mais ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, une entreprise qui aurait dans son bilan, je vais prendre un exemple très simplifié, un tiers d'immobilisation corporelle, un tiers de marque et un tiers de goodwill. Donc ça, c'est l'allocation post-PPA. Et un taux d'actualisation global de 10%. Donc on se pose la question, quel est le taux applicable à la marque ? Parce qu'en général, les immobilisations corporelles, on sait à peu près à quel taux on les finance, c'est peut-être du 6%. Le goodwill, on se doute que ça sera supérieur au WACC, et donc la marque. Et on se rend compte que si on décide d'appliquer un taux d'actualisation pour la marque, par exemple de 12%, puisqu'on se dit que ça doit être supérieur au taux moyen de 10%, donc on a un taux de 6% pour les corporels, un taux de 12% pour la marque. Donc pour retomber sur mon taux moyen de 10%, ça voudrait dire que j'ai un taux de 9% pour le goodwill, ce qui n'est pas du tout rationnel. Et donc là, on voit que d'appliquer mécaniquement des formules, des primes de risque spécifiques à certains actifs peut nous faire aboutir à des résultats aberrants. Donc
l'idée que je voulais faire passer ici, c'était de se dire qu'il faut toujours se poser la question du risque relatif des actifs les uns par rapport aux autres. Et au cas par cas, regarder société par société ce qui est pertinent dans telle ou telle société. Et là, peut-être que le WACC de cette entreprise était relativement faible parce que le poids des actifs corporels était élevé, par exemple. Donc, en fait, quand on fait un PPA, ce qui est important, c'est toute l'étape d'analyse préliminaire du business. Quels sont les facteurs clés de succès de l'entreprise? Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir déterminer quels sont les actifs à évaluer et aussi quelles sont les méthodes d'évaluation à utiliser, plutôt que d'appliquer des approches mécaniques. Merci Carole. Donc, comme vous le voyez, Carole défend le PPA. Elle le défend très très bien. Je voudrais qu'on revienne au sujet, aux critiques finalement qui sont formulées à l'égard de ce PPA. Gilbert, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Et donc Olivier, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte pour la comptabilisation des actifs qui sont sujets à débat. Il y a également, et c'est là-dessus que je voulais en venir, des critiques qui sont formulées contre la durée indéfinie que l'on retient pour les actifs, ce qui conduit finalement à ne pas les amortir. Donc d'un point de vue théorique, on peut se poser la question de finalement que veut dire le non-amortissement d'un actif. Cela signifie-t-il que cet actif a une existence perpétuelle, ce qui paraît très très, dans le monde d'aujourd'hui, très très compliqué. Oui. Disons que dans les deux questions, en fait, il faut se fier finalement à la réglementation comptable, quand bien même la vision économique peut être différente. Si on commence par la seconde question, relative à la durée de vie indéfinie de certains actifs, alors on s'aperçoit que, en effet, certains actifs, si on prend par exemple l'exemple des marques, ont plutôt une durée de vie définie, puisqu'économiquement, quand bien même il y a certaines marques, on peut pas donner l'exemple, je sais pas, de Coca-Cola par exemple, qui peut avoir une durée de vie indéfinie. De nombreuses marques ont une durée de vie définie au regard de leur cycle, quand bien même elle peut être courte ou plus ou moins longue. Est-ce que c'est 3 ans, 5 ans, 10 ans, voire 20 ans? Donc on serait tenté de dire qu'on retient une durée de vie finie pour évaluer ces marques. D'ailleurs, il y a une étude de Ernst & Young, je crois que vous parlez d'une fois sur deux. Dans un cas sur deux, on retient la marque, une durée de vie indéfinie pour valoriser la marque lors de PPA. Donc la réponse, elle reste comptable, puisque lorsqu'on regarde les normes, en fait, elle reste comptable et exploitée, si je puis dire, par les acteurs, les directions financières qui pratiquent le PPA, dans le sens où on nous dit que finalement, les marques qui ont des durées de vie économiques finies, certes, mais les normes comptables précisent que pour que les actifs soient amortissables, la durée de vie des avantages économiques attendus doit être déterminable. Ce qui fait qu'in fine, de nombreux groupes retiennent des durées de vie indéfinies pour valoriser ces actifs, en considérant que la durée de vie de ces avantages économiques n'est pas déterminable, sachant qu'il y a derrière quand même une tentation, on en parlait tout à l'heure pour les goodwill, de ne pas reconnaître aussi d'actifs amortissables pour ne pas générer d'amortissement et minorer aussi l'aspect dilutif en fait, du goodwill. Par rapport à la première question relative aux paramètres de comptabilisation des principaux actifs lors de PPA, là aussi en fait où il faut se référer en fait à la norme comptable, c'est-à-dire que quand bien même on pourrait se dire tiens j'ai un actif, cet actif pour moi est important, j'ai bien envie de le valoriser lors de mon PPA, non, puisqu'il faut quand même se référer en fait à la réglementation comptable IS 38, IFRS 3, qui nous dit que pour identifier, pour qu'un actif soit comptabilisé lors d'une opération de PPA, il faut que l'actif soit identifiable en premier lieu, que l'entreprise en ait le contrôle et que cet actif génère des avantages économiques probables. Ce qui fait qu'on a quand même une contrainte de respecter ces trois critères, sachant que le critère d'identification de l'actif repose soit sur la séparabilité, donc l'actif doit être séparable pour pouvoir être vendu séparément, concédé, transféré ou loué, ou issu d'un droit légal ou contractuel. Ce qui fait que, in fine, on peut se retrouver dans des cas de figure où un actif qui ne répond pas à ces paramètres ne sera pas comptabilisé. Merci Olivier. Alors Nicolas, j'ai une grande question pour toi.
Je pense que dans la salle, vous allez probablement, pour certains, être d'accord. Et c'est une des grandes critiques qui est formulée à l'égard de cette norme. C'est dans certains cas, Gilbert, tu en parlais, la pertinence de l'évaluation en juste valeur est remise en cause du fait notamment des difficultés à pratiquer à mettre en œuvre ces évaluations. Je pense par exemple à la notion de market participant view. Je pense à l'évaluation de certains actifs isolés. Et puis je reviens au full goodwill, l'évaluation de parts non acquises, ce que l'on dénommerait intérêt minoritaire, hein, pour vulgariser le sujet, ça pose effectivement débat. Donc, qu'as-tu à répondre aussi à ce sujet? Déjà que je ne suis pas coupable. Partiellement, ou en tout cas je partage la responsabilité. Non. Là aussi, en termes de retour d'expérience, parce qu'il y a des très jolis termes, de très jolies définitions qui existent, et puis ensuite, les praticiens, ceux qui préparent les comptes, ou les consultants qui les aident, ou même ceux qui revoient ce qui a été fait, sont confrontés à un certain nombre de questions. La première est la question fondamentale, elle pose sur la définition de juste valeur. Si je prends la définition d'IFRS 13, c'est le prix qui sera reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif, lors d'une transaction équilibrée entre des intervenants de marché, les market participants, à la date d'évaluation. Le seul problème, c'est la définition du market participant. Qui est le market participant? Qui pourrait potentiellement acheter l'entreprise, ou cet actif plutôt d'ailleurs, et pas l'entreprise, de façon isolée, puisque c'est en fonction de la rentabilité attendue par ce market participant qu'on doit évaluer l'actif. C'est une question qui est relativement théorique. Je déconseille de la poser directement lors du kick-off. Il faut garder ça pour le jour 2. En clair, et qu'est-ce que ça veut dire? Et ça va notamment porter sur tous les éléments du business plan. Par exemple, on va assez vite se poser la question des synergies. Les synergies, on aurait tous tendance à dire facilement, non, les synergies, elles sont spécifiques à l'acquéreur. Pas nécessairement. On sait que dans certains secteurs, plusieurs acquéreurs potentiels dans la santé présentent des caractéristiques relativement similaires et peuvent attendre des synergies relativement similaires. Donc la définition du market participant, c'est déjà un premier problème. J'aimerais bien vous dire qu'on a une solution. C'est pas forcément le cas, mais c'est un vrai travail à faire. Et pour bridger sur une question qu'on a déjà entendue, c'est quoi l'intérêt du PPA pour l'entreprise? Répondre à cette question-là est intéressant. Ça veut dire qu'on se positionne par rapport à ses concurrents. Et à ce titre-là, c'est pas juste une question qu'on pose à la fin d'une réunion pour revoir un PPA en disant hey, by the way, comment est-ce que vous avez traité les synergies market participant? Même si on le fait. Ensuite, il y a la question de l'intended use, donc l'intention de l'acquéreur. Je ne vais pas redire tout ce qu'a dit brillamment Alain. Fondamentalement, ça heurte toujours les entreprises de devoir reconnaître un actif dont ils savent pertinemment qu'il a vocation à être intégralement déprécié à plus ou moins brève échéance. D'autant plus qu'ils trouvent que ce n'est pas juste, puisque dans les autres référentiels, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc il y a un petit côté pourquoi nous et pas les autres. Alors, en pratique, on sait bien que tout va être fait pour minorer ces actifs. Bon, je ne devrais pas le dire. Nous, évidemment, personne ici ne le ferait, mais des tiers peut-être. Ça fait partie des vrais sujets qui se posent au quotidien pour tous les PPA. Et c'est ces questions-là qui ne sont pas vraiment abordées par la norme. Mais ensuite, ce problème de juste valeur, et j'en finirai, c'est d'une façon fondamentale la déconnexion entre, et on revient sur l'intended use, entre la perspective de l'actif tel qu'il a été acheté et sa valeur intrinsèque. Highest and best use, si vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Fondamentalement, une société qui en achète une autre, sauf dans le cas de foncière ou de ligne de participation, ne va pas valoriser chaque actif séparément en amont du deal. On va faire un deal complet dans lequel les actifs sont valorisés en tenant compte de la combinaison des facteurs de production, pour parler comme ça. Et donc chaque actif vaut parce qu'il est associé aux autres. Alors que quand on commence à découper les actifs, on va avoir des problèmes de documentation. Vous les connaissez comme nous, c'est assez facile. Comment est-ce qu'on fait le business plan pour telle relation client? D'où viennent les chiffres? Est-ce qu'on a même de l'historique? Est-ce qu'on connaît la marge associée à chaque marque? Mais même au-delà de ça, on est vraiment sur la problématique qui est souvent remise en cause, de dire mais tout ce que vous faites c'est bien gentil, vous valorisez des actifs sur des objets qui sont purement théoriques, on est dans un référentiel de niveau 3, c'est rarement des prix directement observables, et toutes les critiques qui peuvent nous être faites, elles portent là-dessus.
Elle porte sur le fait qu'à la fin, on peut arriver à quelque chose qui peut se traduire par un badwill, parce que en évaluant en IS and best use chaque ligne, on peut aller à l'extrême, et puis à la fin dire, oui, tout ça c'est super bien, mais moi je vais continuer à opérer mon usine comme une usine, j'ai pas forcément l'intention de la raser pour la transformer par un resort. Enfin, typiquement, quoi. Et ça fait partie de nos problématiques qui se traitent parce qu'elles se traitent, on va dire, par du bon sens aussi. Et à la fin, là vraiment c'est ma vraie conclusion, après je me tais. À la fin, le PPA il doit quand même raconter la réalité de la transaction. C'est-à-dire que l'acquéreur il a quand même acheté la cible pour un ensemble de raisons. L'objectif du PPA c'est qu'à la fin, ces raisons-là, elles transparaissent. Et c'est en ça que le PPA doit pouvoir l'aider au niveau de sa communication financière. Sachant que si le PPA démontre, et les chiffres ne mentent pas, que tout ce sur quoi il voulait communiquer ne fonctionne pas, le problème n'est plus le PPA, le problème est probablement la transaction. Ouais, merci Nicolas. Alors tu nous disais que non, tu nous disais qu'effectivement ce PPA mécaniquement peut conduire à la reconnaissance d'un certain nombre d'actifs ou à revoir la valeur, généralement à la hausse, de ces actifs. Et tu nous disais donc que forcément, ça induisait des risques de dépréciation. Carole, ou Nicolas d'ailleurs, comment ça se passe effectivement dans les faits ? C'est vrai qu'en général, les entreprises ne sont pas très chaudes pour reconnaître beaucoup d'actifs incorporels parce qu'elles se disent c'est autant d'actifs que je risque de devoir déprécier si quelque chose change dans le futur. Si je pensais pouvoir garder une marque 10 ans, que je l'évalue sur 10 ans, qu'est-ce qui va se passer si finalement, dans 5 ans, je décide de la faire disparaître pour la remplacer par une autre ? Ou si je suis dans la profession de l'audit du commissariat aux comptes, qu'est-ce qui se passe si la réglementation change et que tout d'un coup, on nous impose une rotation obligatoire des auditeurs ? Est-ce que la valeur de mes relations avec mes clients audits ne devra pas être mise en cause, en tout cas la durée d'amortissement résiduel ? Enfin bon. Donc les entreprises se posent ce genre de questions quand elles font un PPA et souvent elles se disent que plus j'ai d'actifs incorporels et plus j'ai de risques de dépréciation. Parce que je voulais vous raconter une petite anecdote. En début de semaine, j'animais une formation dans un grand groupe du CAC 40 pour l'équipe stratégie. Donc, plein de têtes bien faites, comme on en parlait tout à l'heure, des HEC, des grandes écoles d'ingénieurs. Voilà, il y avait la fine fleur des grandes écoles françaises. Et donc, je leur faisais une formation à l'évaluation. Mais à un moment, on en est venu à parler de comptabilité aussi. Et pour ces jeunes têtes bien faites, ça leur a semblé tout à fait invraisemblable que les actifs incorporels qu'on a au bilan d'une entreprise, la seule chose qu'on puisse y faire, c'est les déprécier si elles perdent de la valeur, mais jamais augmenter leur valeur, même si dans les faits, on sait qu'on développe des super marques, des super relations clients, etc. Donc c'est vrai que le gros problème des actifs incorporels qu'on a au bilan, c'est qu'on peut ne revoir leur valeur qu'à la baisse et pas à la hausse. Donc ça, c'est vrai que c'est une réalité. D'un autre côté, laisser plus en goodwill, je ne pense pas que ça réduise le risque de dépréciation future. Parce qu'au moins d'allouer à des actifs amortissables, ça permet de diminuer la base comptable de l'entreprise année après année. Donc finalement, on a peut-être plus de risques de dépréciation à laisser davantage en goodwill qu'à allouer à des actifs incorporels. Merci Carole. Bon, Olivier, Nicolas, finalement, on voit qu'il y a un certain nombre de critiques, même beaucoup de critiques sur ces exercices de PPA. Tout à l'heure, tu nous disais que c'est également ce que ressentent les entreprises. Finalement, c'est plutôt une image assez négative. C'est un coût, c'est une utilité relative. Est-ce que, Olivier, Nicolas, est-ce que vous avez des témoignages qui peuvent montrer que finalement, il y a malgré tout des bénéfices à cet exercice ? Bon, moi, j'allais finir sur une note d'optimisme, mais je vais commencer avant Nicolas. Donc, par rapport à ce qu'on disait notamment tout à l'heure, moi je dirais qu'in fine, on pourrait considérer qu'un purchase price allocation bien fait peut aussi mettre en exergue finalement des actifs en fait qu'on n'avait pas identifiés, notamment
des actifs incorporels comme des brevets, des marques, puisqu'on voit aussi que dans les concepts de valorisation émerge aussi non seulement la valorisation sur la base d'indicateurs financiers tangibles que sont les cash flows actualisés, mais qu'on regarde de plus en plus aussi d'autres indicateurs immatériels comme les brevets, les marques, les relations clients, pour considérer qu'in fine, à cash flow égal, une société qui sera dotée de brevets puissants, d'une marque forte, aura peut-être un avantage compétitif, on va dire, sur son concurrent, son comparable. Donc je dirais que finalement cet exercice peut aussi, en identifiant ce type d'actifs, donner en fait à l'entreprise des forces, entre guillemets, par rapport à ses concurrents. Moi, je dirais aussi, par rapport à mon expérience là-dessus, que de plus en plus, on voit des exercices de type pré-PPA qui interviennent en amont des clôtures des opérations, voire très en amont. Et bon, même si ça peut paraître douloureux à faire, et que ce n'est pas nécessairement ce qui fait rêver les équipes M&A, pour certaines activités, notamment celles qui sont fortement contractualisées, c'est assez intéressant d'observer les échanges qu'il peut y avoir au sein de nos clients entreprises entre les équipes conso, les équipes compta, les équipes M&A sur des éléments assez basiques au final, comme le renouvellement des contrats clients, quelle attrition considérer. Il y a une vraie réflexion sur un PPA bien fait sur la nature profonde du business model de l'entreprise acquise. Ensuite, on peut discuter à l'envi sur comment évaluer une relation client, mais des hypothèses fondamentales, par exemple, si le BP d'acquisition considère implicitement qu'il n'y aura jamais de perte de clients, on sait bien que quand on va arriver derrière avec des relations clients et qu'on va nous commencer à parler d'attrition, on va générer, on va dire mécaniquement, une différence entre le PPA et la nature même de ce qui a été acheté. Y réfléchir en amont, ça peut permettre de lever quelques interrogations et, à la limite, d'être assez explicite sur la nature des hypothèses qu'on considère quand on achète une société. Merci Nicolas. Bon, j'aurais une question finale et puis après, on laissera libre cours à vos témoignages et à vos questions. C'est vrai que c'est un exercice extrêmement technique, finalement, ce PPA. Et la communication financière associée à un PPA est très loin d'être simple. D'ailleurs, on a peu d'exemples qui soient parfaits sur ce sujet. Est-ce que vous avez des recommandations, Carole, as-tu des recommandations à nous faire part, des conseils sur ce sujet ? Non, mais c'est vrai que pour optimiser la communication autour d'un PPA, ce dont on se rend compte, c'est ce dont Nicolas vient juste de parler, c'est qu'il faut anticiper. Donc, dès le moment des due diligence, se poser la question, quel type d'actif je vais reconnaître ? Quelle sera peut-être ma durée d'amortissement, quel sera l'impact sur mon résultat net futur pour pouvoir mieux estimer l'impact dilutif ou relutif de l'acquisition. Et ça permet de mieux préparer en amont la communication vis-à-vis des analystes qui ensuite ne comprennent pas forcément ces charges d'amortissement qui arrivent dans le compte de résultat. De faire ce PPA préliminaire aussi, ça permet d'aligner la communication sur la stratégie de l'entreprise et la stratégie d'acquisition avec ensuite ce qu'on va présenter dans le rapport annuel et expliquer pourquoi on retrouve ces actifs au bilan. Et là, on a une plus grande cohérence aussi quand on fait cet exercice. Donc ça, je pense que vraiment, la communication, c'est l'anticipation. Et ça marche aussi pour les tests de dépréciation. Ce qui est fortement recommandé, c'est dès le moment de l'acquisition, se poser la question, mais quel impact ça va avoir sur mes tests de dépréciation, de goodwill, d'actifs incorporels, pour anticiper au mieux en fonction des scénarios possibles, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, quel pourrait être l'impact sur les comptes de mon entreprise d'un événement adverse dans le futur. Oui, mais il ne le fait pas toujours. De modéliser l'impact, c'est pas toujours... Comme disait Nicolas, les équipes M&A se préfèrent souvent penser à autre chose et travailler sur autre chose plutôt que sur la modélisation du PPA, des impacts comptables en termes d'amortissement et de dépréciation. Un impairment, c'est pas cash. Bon, oui, Gilbert, tu avais une... Est-ce que vous avez vu déjà des possibilités, ou plutôt des tentatives d'arbitrage comptable entre le fait de distinguer du goodwill des incorporels non amortissables. Alors plutôt que d'avoir du goodwill, on s'efforce de mettre le maximum en incorporels non amortissables
disant que ça a le même effet sur le résultat, théoriquement, sauf que pour les incorporels, on peut reprendre la provision, alors que pour le goodwill, on ne peut pas. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Moi, je l'ai vu. Mais c'était pas forcément lié au fait qu'on puisse potentiellement reprendre la provision. C'était pas forcément ça. C'était plus de se dire, en allouant beaucoup, je montre que je suis un bon élève. Alors, je génère un peu d'IDP, mais c'est pas si grave. Et puis, c'est aussi parce que, faut être très clair, le principal actif non amortissable qu'on peut avoir en tête, c'est une marque. La marque, en règle générale, c'est évalué par les redevances. Les redevances, c'est une séquence de chiffre d'affaires, un taux de redevance, un taux d'actualisation. Pour simplifier. Tout ça est évidemment largement documenté, mais en règle générale, ce qu'on observe, c'est que le suivi de valeur dans le temps des groupes qui ont reconnu des marques, c'est qu'ils continuent à tester avec le même taux de redevance. Et quelque part, les risques sur le chiffre d'affaires ne sont jamais négligeables, mais ils sont en règle générale moins importants que les risques sur la marge, sur la rentabilité, voire sur le cash flow. Donc on prend beaucoup moins de risques d'impairment en reconnaissant une marque. Enfin, quand on en est à taper la marque, c'est que de toute façon, le goodwill aurait sauté il y a longtemps quand même. Donc cette tentation, elle peut exister, mais elle rejoint ce qui a été dit sur tous ces actifs à durée de vie dont on ne dit pas que c'est indéfini, mais on dit qu'on ne sait pas bien, et de toute façon, on le valorise quand même. Oui, fondamentalement, c'est pas infini, mais pour autant, voilà. Pour autant, on l'évalue comme quelque chose d'infini par un Gordon Shapiro sur le flux récurrent. Donc, mécaniquement, on considère que l'indéfini devient infini. Et ça, honnêtement, j'ai quand même l'impression qu'on s'est quand même un peu calmé par rapport à ça sur les marques. Enfin, ça dépend des secteurs aussi, mais on voit plus de marques qui ont 3 ans d'ancienneté se faire valoriser à l'infini. Enfin, ou de façon vraiment très rare, en tout cas. Il y a toujours des contre-exemples. Mais effectivement, la tentation existe. La tentation naturelle au début d'un PPS, c'est de dire je voudrais allouer le maximum, mais sans avoir aucun amortissement. Bon, voilà, hein, c'est... Mais je partage ton point de vue, ça, on le voit effectivement, cet arbitrage entre les marques et le goodwill, avec la remarque que tu faisais, c'est-à-dire qu'un impôt différé passif est associé à cette revalorisation et mécaniquement un goodwill qui peut être un peu plus dur à justifier parce qu'il y a la contrepartie d'un impôt différé passif. Moi, j'aimerais surtout entendre... alors, d'abord, peut-être une première remarque, c'est que on a sorti l'Académie a beaucoup travaillé sur cet ouvrage qui est disponible, et j'imagine que vous avez pu lire. Enfin, plus exactement, que vous avez pu prendre à l'entrée de la salle, consulter. Non, mais ce que disait Gilbert, c'est que l'IASB a consulté entre l'automne 2013 et le printemps 2014 et vient juste de faire part de ses conclusions. Donc finalement, pour une fois, en France, on n'est pas forcément très, très en retard sur ce sujet. Jean-Louis, tu as également dit qu'il y avait finalement peu d'entreprises, quelques entreprises avaient participé à ce groupe de travail, quelques-unes sont dans cette salle. Moi, j'en profite pour vous solliciter, participer, donner vos positions, donner vos avis. Ça nous permet d'en discuter avec l'IASB, et je pense que dans un certain nombre de cas, la France est souvent dans la critique, pas assez présente de façon constructive pour participer à ces débats. Donc on a l'occasion. L'IASB a indiqué qu'elle allait lancer des consultations sur un certain nombre de critiques relatives à ces PPA. N'hésitez pas. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse la parole. Si vous avez des témoignages, des questions, des interrogations, profitez-en, à la fois pour les membres de la précédente table ronde et puis pour ceux de cette table ronde. C'est toujours la première question qui est la plus compliquée. Un témoignage, non ? Profitez-en, ce n'est pas facturé. Oui, voilà. Bonsoir, merci pour votre présentation. Moi, je suis Valérie Baudumont, nouveau expert comptable, mais ancien directeur comptable pendant 12 ans de Capgemini, Publicis et Allianz Healthcare. J'ai un point... je note la phrase « affecter le maximum sans amortissement ». C'est vrai qu'on est tout de même confronté à cette problématique. Mais je me disais,
Il y a aussi une autre problématique, c'est le coût, puisqu'on doit aussi faire de l'évaluation de marque. Enfin, et je me disais, est-ce que les cas qu'on peut rencontrer, c'est justement dire affecter le max sans amortissement, mais aussi, surtout, dire on ne veut pas avoir un coût d'évaluation trop important du PPA. Est-ce que c'est général ou est-ce qu'il y a une bonne tendance où on cherche à quand même évaluer tous les incorporels? Je ne sais pas, je ne connais pas la tendance. Je pense que, après, tout dépend des entreprises. En fonction des entreprises, elles investissent plus ou moins dans leur communication financière en général. Et ça se voit d'un groupe à l'autre. Le même effort n'est pas mis. Donc ça peut être un critère pour déterminer le budget qui est alloué. Ensuite, la deuxième tendance qu'on voit, c'est que les PPA, ça existe depuis 15 ans. Donc c'est vrai qu'à l'époque, aussi bien les entreprises que les cabinets, on devait innover, créer des nouvelles approches pour évaluer tous ces actifs. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de gains d'efficacité. Donc mécaniquement, ça coûte quand même moins cher de faire un PPA aujourd'hui qu'il y a 15 ans, parce que les méthodes sont un peu plus généralisées, même s'il reste certaines difficultés comme ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Après, je pense qu'il n'y a personne qui est prêt à signer un chèque d'un montant infini pour faire un PPA. Et donc souvent, c'est une question d'équilibre, de matérialité, de vraiment faire ce travail d'identifier quels sont les principaux sujets, quels sont les actifs clés de la société, et puis de concentrer ses efforts sur ces actifs clés pour avoir l'information financière la plus pertinente. Effectivement, en plus, si on a un pré-PPA, oui, on prend bien à l'avance, je pense que c'est plus facile. Mais quand ça arrive vraiment à la fin, que tout est acheté et qu'on se pose juste la question à la fin, au fait, le PPA, là, c'est plus difficile. Hein. Merci. Oui, absolument. Une autre question, un témoignage? Non. Allez-y. Il fait très très chaud, mais... Je crois que Nicolas voulait compléter, sinon... Ouais, juste sur le pré-PPA, qu'on soit bien d'accord, notamment pour les entreprises. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de serrer les enjeux. C'est-à-dire que c'est quand même compliqué d'attendre d'un pré-PPA qui est fait 9 mois avant une signature, sans même qu'on ait accès au business plan, que les valeurs de chacun des actifs soient quelque part coulées dans le marbre, alors même que la transaction n'est pas finalisée. Enfin, je me permets juste d'insister dessus, parce que le pré-PPA, c'est pas non plus l'assurance tout risque sur c'est bon, vous connaissez déjà vos amortissements, ça marche pas comme ça. Par contre, ça permet effectivement de savoir quelles sont les bonnes questions à se poser. Et faire le pré-PPA en même temps que les due deals, ça permet d'orienter les due deals aussi. Parce que combien de fois, enfin, je pense qu'on est tous confrontés au même problème, on vous dit, voilà, vous avez à faire un PPA, et puis ça va pas être long et ça va pas être cher parce que vous avez déjà des super due deals à lire. Donc là, vous avez les 9 tomes. Mais sauf que les due deals, elles vont porter sur des trucs absolument passionnants qui sont pas du tout le début du quart de la réponse à la première question. Et c'est très compliqué pour une société qui a payé, et là pour le coup, en règle générale, des honoraires assez significatifs sur les due deals, de dire, by the way, on va en remettre une couche parce qu'il faut repartir. On va recommencer. Et c'est l'avantage du pré-PPA, c'est de pouvoir dès le départ dire, pour moi le pré-PPA, la première chose c'est dire voilà la liste des questions auxquelles il faut qu'on soit capable d'avoir répondu avant. Et une fois qu'on est capable de répondre, évidemment on va s'attendre à ce que nos cabinets soient capables de faire quelques appréciations chiffrées, évidemment. Mais la vraie question du pré-PPA n'est pas forcément sur l'impact sur les bits 2018, quoi. Même si ça en fait partie. Ça oblige juste aussi de mettre 2 intervenants dans l'entreprise en contact, c'est-à-dire les équipes chargées de l'acquisition et la conso. Ils ne se parlent pas souvent. Enfin, plus maintenant, mais avant... Oui. On a évoqué les synergies. Vous pourriez nous dire comment vous voyez ça, en fait? Comment vous abordez cette question lorsque vous faites une analyse?
Alors, les synergies. L'expert indépendant a parlé. Donc, je ne sais pas, la question c'est comment est-ce qu'on traite les synergies dans le PPA en termes d'allocation entre les actifs incorporels, le goodwill et puis peut-être Oui, puis c'est surtout quel niveau d'assurance vous allez exiger pour pouvoir justifier une appréciation. Oui, c'est vrai. C'est vrai que plus les synergies attendues sont importantes et plus ça complique notre exercice d'évaluateur parce qu'il y a toute une partie de la valeur de l'entreprise, donc des actifs incorporels, du goodwill, qui dépend de choses qui n'existent pas encore. Donc c'est vrai que ça complique l'exercice pour nous. D'un autre côté, quand on fait cet exercice d'évaluation, en général, on ne nous demande pas de porter un avis sur les synergies, même si de plus en plus, quand même, on peut nous poser la question et à ce moment-là, on vient peut-être avec d'autres experts qui sont plus experts sur les aspects opérationnels, comment effectivement les coûts pourront être réduits, comment effectivement au niveau stratégique, commercial, on va pouvoir réaliser les synergies. Mais bon, ça c'est presque un autre travail que celui de l'évaluateur. Donc nous, la façon dont on en tient compte, c'est dans les primes de risque finalement qu'on utilise dans la détermination des taux d'actualisation qu'on applique à l'évaluation des actifs incorporels ou ensuite quand on veut faire un test de dépréciation de goodwill, c'est sûr que plus le niveau de synergie attendu est élevé, plus on va considérer que le risque de non-réalisation du business plan est élevé et donc plus on va utiliser un taux d'actualisation élevé, en schématisant. Oui, et puis on peut peut-être compléter en disant que sur ces synergies, il y a plusieurs types de synergies. Il y en a qui sont un peu plus évidentes à contrôler, je pense notamment aux synergies de coûts, et puis d'autres types de synergies effectivement qui dépendent de mise en œuvre de stratégies opérationnelles. Qui sont plus aléatoires, on va dire. Et par rapport à la communication financière de l'acquéreur, c'est-à-dire que quand il vend l'opération qu'il a engagée, il est un peu mal à l'aise parce qu'en fait, bien sûr, il dit qu'il y a des synergies, mais en même temps, il a du mal à les exprimer. Il sait bien que plus il va les exprimer, plus il sera en difficulté si finalement elles ne se réalisent pas. Avant que ce soit un problème de communication financière, c'est même un problème de validation du PPA par le collège des commissaires aux comptes. Enfin, en pratique, à la fin du PPA, on est quand même censé être capable de justifier ce montant de goodwill. Enfin, il faut qu'il vienne de quelque part. Et donc, effectivement, s'il vient des synergies, et là je rejoins ce que disait Carole, c'est que nous, on ne nous demande pas, enfin, quelque part, il y a un moment où on est confronté à une forme de réalité des chiffres. Tout ce qui est fait ou dit ou publié dans les rapports de PPA n'a pas vocation à être rendu public. Ensuite, sur les grandes masses, on doit retrouver quelque part des éléments publics. Donc, si on se retrouve avec un très gros goodwill, avec un niveau de synergie avec lequel peu de gens sont vraiment confortables, voire avec des synergies non chiffrables, du style la prime stratégique d'investir sur un marché sur lequel le groupe n'est pas encore présent, c'est un exemple illustratif. Moi pas, mais... pas le rencontrer. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ces synergies-là, bon, il y a un moment où l'objectif du PPN n'est que rarement d'aboutir à la conclusion directe qui serait « c'est payé trop cher ». Parce que si je vais jusqu'au bout de la logique, c'est ça le risque. C'est de dire, bah, écoutez, en fait, c'est super, on a fait la liste des actifs, on a fait la liste des passifs, on a pris les synergies qui nous paraissaient raisonnables et il manque 200 millions. Ah, non, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, c'est... Ouais, 200 millions. Je peux peut-être... Le mot synergie étant un mot grec, vous devez... Là, on dévie. Peut-être juste pour compléter sur ce sujet, je pense que j'ai un exemple de cas pratique qui a été fait pour un client justement, retour d'expérience du coup, où finalement on était intervenu dans le cadre d'un pré-deal PPA aux côtés des banques et des équipes de due deal, et pour le coup on est arrivé à faire un exercice de réellement allocation de la valeur d'entreprise sur la base du business plan d'acquisition, avec une allocation exacte de tous les types de synergies qui étaient envisagées, de tous les actifs incorporels et corporels, et on rebouclait à la valeur. Et quand je dis tous les types de synergies, c'est-à-dire qu'on avait un business plan d'acquisition, donc travaillé par la banque d'affaires et donc avec laquelle on échangeait, où on avait un split des synergies qui étaient, au cas d'espèce, des synergies de développement vers des nouveaux clients. Donc on avait effectivement le business plan client existant avec l'attrition des clients existants, nouveaux clients, donc sur des offres nouvelles, clients sur des nouvelles zones de développement, donc potentielles zones géographiques nouvelles. Et donc dans la communication financière qui a été faite, donc on avait également une valeur de workforce, une valeur
Finalement, c'était les principales composantes du goodwill. Derrière nos relations clientèle existantes, les marques et gérer les autres actifs corporels et BFR. Donc, in fine, dans la communication financière qui a été faite sur le deal, on avait l'intégralité du panel de qu'est-ce qu'on a payé. Et dans les synergies, on pouvait dire, mes synergies, c'est un savoir-faire, des développements futurs et des nouvelles offres avec des nouveaux clients. Et donc forcément une base de clientèle acquise, certes qui est à risque et sur laquelle on a analysé l'attrition. Donc finalement, je dirais que c'est un exercice de best practice que je peux partager pour le coup, et vraiment avec une analyse des synergies très poussée qui a été intervenue vraiment en pré-deal. Pour le coup, en post-deal, finalement, c'était juste la validation de ce BP d'acquisition. Ça, c'est l'idéal. Je pense que je l'ai vu qu'une fois. Mais c'est même le bouclage. Non, très beau travail, très intéressant. Puis pour tout le monde, pour le coup, et effectivement, tant chez les consultants, entre guillemets, qui travaillaient entre banquiers, équipe de due deal, équipe d'évaluation, et chez les clients, c'était vraiment un plaisir également parce que les équipes M&A travaillaient avec les équipes conso et les opérationnels qui pouvaient parler des contrats, de leur vision des contrats clients, de l'évolution des offres. Donc on était vraiment sur des équipes intégrées et un process porté jusqu'au bout finalement, dans son intérêt, pour le coup. Oui, mais si je peux me permettre pour répondre à Gilles, normalement, on devra avoir comme bouclage, c'est ce qu'a dit Virginie, pardon. En fait, si on prend le business plan donc, de l'acquéreur et non pas des market participants, donc avec les intentions de l'acquéreur, les hypothèses de développement et de croissance de l'acquéreur, on devrait pouvoir boucler normalement. C'est un peu théorique, mais assurer le bouclage du goodwill, in fine, avec le contrôle de ces synergies qui doivent être traduites et valorisées dans le business plan de l'acquéreur, et non pas des market participants. Enfin, je sais pas, c'est sur le plan théorique. Sur le plan théorique, tout à fait. Ça. Le seul truc, c'est que les business plans de l'acquéreur développés par le MNF vont rarement avoir les rythmes d'attrition qui résulteront des échanges qu'on aura avec les opérationnels. Et c'est ce qu'évoque Virginie. Si on a cet échange en amont, cette incohérence, elle disparaît. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il faut peut-être changer l'hypothèse d'attrition, il ne faut pas être trop prudent, parce que c'est le problème de cohérence que j'évoquais, c'est que pour toutes les raisons évoquées, on va essayer d'être très prudent quand on va évaluer les incorps, ce qui permettra de baisser leur valeur, alors que le business plan d'acquisition, dans un contexte concurrentiel, a de fortes chances d'être modérément, relativement, voire très agressif. Et à ce moment-là, on peut se retrouver à un moment, effectivement, avec des gens qui vont vous dire je ne sais pas, je ne l'ai pas fait le BP. Ouais, super. Ce qui veut dire que ça, c'est la synergie de je ne sais pas, je n'ai pas fait le BP. Ce qui est assez peu satisfaisant. Donc, plus on peut faire ce travail en amont pour expliquer ce qu'on va chercher à évaluer, plus tout le monde sera confortable. D'autres questions? Remarques? Non? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore également cette table ronde et puis de nous retrouver autour d'un verre. Je crois qu'un cocktail est prévu.